Bon, vous me dites quand on reprend, hein. Allez, bah c'est parti. On parlait des Allez, mots, on disait que les mots c'était très important. Donc, tout à fait. Et donc, je voulais rebondir sur un truc où je disais, bah, euh, l'investissement que j'ai pu avoir, entre guillemets, récent, sur tout ce qui peut relever du militantisme, j'ai pu remarquer quelque chose sur le choix des mots. C'est que là, pour le coup, ça avait des importances vraiment, vraiment, mais qui dépassaient ce que je pensais. Même si à la base, je suis rappeur, ouais. le choix des mots, c'est important. Quand tu écris des textes, tu sais que tu vas pas glisser sur des terrains bêtements. Moi, je suis un mec qui a 3 dicos des synonymes, j'ai 3 dictionnaires, je vérifie tous mes emprunts, mes anglicismes, mes francisismes, tout ce que tu veux. Et en fait, je suis rentré dans le militantisme par des causes qui, au départ, me sont propres, ce qui arrive le plus souvent. Ouais. Donc, on va dire la cause noire, tout ce qui peut toucher aux banlieues, des choses comme ça. Et effectivement, la convergence des luttes, qui aujourd'hui est vraiment le cœur de la réussite de... Il faut choisir ses mots. La convergence La convergence des luttes est indispensable, mais aujourd'hui a beaucoup plus de résultats, j'ai l'impression, qu'à une autre époque où on demandait une convergence des luttes, mais qui était juste une sorte de vitrine, où là, je ressens une convergence des luttes dans les réflexions, pas Ouais. juste dans les manifestations, vraiment dans les réflexions. Comment, justement, les différents groupes de gens qui, au départ, n'ont pas de lien, tiennent compte les uns des autres, même quand ils ne sont pas ensemble. Et c'est là où le choix des mots a changé quelque chose. Et la déconstruction, parce que le mot déconstruction aujourd'hui est très à la mode et il est important, déconstruction, vulgarisation, tout ce qu'on veut, m'a aussi fait comprendre que certains mots que je choisissais étaient parfois une insulte pour d'autres, et je pouvais me tromper, je pouvais ne pas le savoir. Donc effectivement, par moment, il faut de la bienveillance des autres pour venir nous l'expliquer. En même temps, il faut trouver ce juste milieu, parce que les victimes des oppressions ne sont pas censées devenir les professeurs et avoir une double charge de travail. Donc voilà, je me suis appliqué une sorte de nouvelle discipline aujourd'hui où j'essaie de faire attention à tout, j'ai tendance à écouter le maximum de choses, j'essaie d'avancer là-dessus, donc je suis en plein cours de ça. Et pour le choix des mots, bah, moi, j'en paye le prix. Quand les gens, c'est pas une attaque pour toi, Popos, hein, mais quand les gens disent langage des signes et pas langue, en fait, sachant qu'aujourd'hui, nous, on milite pour faire rentrer la langue des signes dans la Constitution, dire langage, ça la réduit à quelque chose de plus rudimentaire, alors que c'est très riche. Une sorte de patois. Un peu, ouais, alors que c'est très riche. Mm. Dire sourd et muet plutôt que juste sourd, c'est donner une deuxième invalidité à des gens qui, pour la majorité, en fait, peuvent utiliser leur voix et parler, et ainsi de suite. Et donc, moi, ça me paraît être des bases, mais je constate bien dans mon travail, puisque je fais du consulting, je fais de la sensibilisation, des choses comme ça, je vois bien que ces bases-là, parfois, ne sont pas là. Et donc, oui, il peut m'arriver sur mes réseaux sociaux parfois d'être un peu sec, d'attraper par la veste une Florence Foresti parce qu'elle fait une blague claquée. Et j'ai 3 stories, je la démonte. Mais par contre, dans la vraie vie, je sais qu'on doit passer par la discussion, même avec son pire ennemi, au moins une fois. Après, advienne que pourra. Exactement. Semer les graines qu'on peut. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai déconstruites récemment, par exemple, sur les TDS, les travailleurs ou les travailleuses du sexe. J'ai appris beaucoup. Et là, je vais en revenir à beaucoup d'expressions qu'on a. Pendant longtemps, alors, je ne vais pas dire des insultes là parce qu'on est en live, donc c'est étrange, mais quand on dit fils de, bah, c'est très courant, mais c'est pas bien. C'est un métier. Et il faut savoir respecter ça. Et donc, P-U-T-E n'est pas une insulte, c'est un métier. C'est une discussion ici, hein, on n'est pas. Ouais, mais après, je me dis, on sait jamais si c'est en live, pour quelconque raison, on clique sur insulte ou incitation à. Voilà. Non, non, t'inquiète. Ouais, voilà. Mais en tout cas, les mots ont une importance. Et puis même dans le rap, on l'a vécu combien de fois? Dès que les mots étaient dévalorisants pour nous, on se sentait tous blessés, pour ceux qui aimaient le rap ou ceux qui aimaient le hip-hop. Et aujourd'hui, je m'impose ça. Et je pense que le meilleur moyen de l'exiger des autres, c'est d'abord de me l'imposer. Donc, effectivement, j'ai changé sur plein de trucs. Je travaille sur moi, j'essaye un maximum. Et aujourd'hui, bah, comme je vous l'ai dit, je mélange toutes les casquettes. Et j'ai vraiment la chance d'avoir. Alors, je suis en couple avec une des personnes qui était à côté d'Assa Traoré sur les manifestations. Et j'ai aujourd'hui un collectif proche, pardon, avec des filles exceptionnelles, parce qu'il n'y a que des filles dans le crew, mais ce n'est pas un problème du tout. Et heureusement qu'elles sont là, parce qu'en vrai, la charge militante, c'est dur, on n'en parle pas assez. Qu'elle soit virtuelle sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, c'est dur. On ne parle pas assez de ces choses-là. Et c'est bien d'être accompagné de gens bienveillants et de gens qui savent aussi ne pas rajouter une charge sur toi quand tu vas faire des fights.
Parce que pour ceux qui vont jamais en manifestation, peut-être que vous regardez la télé, vous imaginez des gens qui cassent des vitres et tout, qui rentrent chez eux et qui le font. Pas du tout. La majorité des militants, quand ils font une manifestation, ils rentrent, ils sont en PLS dans leur lit et il leur faut 3-4 jours parfois pour juste décuver de cette adrénaline et de ce dégoût du monde dans lequel on vit. Et donc, il faut faire attention. Il faut essayer de s'armer de bienveillance et en même temps choisir les bons mots pour que les déconstructions de chacun d'entre nous aillent le plus vite possible. Tu utilises des super mots. Écoute, j'ai envie d'enregistrer tout ce que tu dis et de l'envoyer à chaque fois, tu vois, comme des en intro. C'est mon petit livre. À chaque fois, ça faisait longtemps que celui-là. C'est un livre de Marshall Rosenbach qui s'appelle Les mots sont des fenêtres. Bien sûr. Je t'invite à le lire si tu ne l'as pas lu. Bien sûr. Et très sincèrement, il t'explique tout en fait sur les mots. Ah ben, je vais foncer sur ça. J'ai une petite question parce que en même temps, je découvre maintenant le live. Est-ce que je dois tenir compte des questions? Est-ce que je dois répondre? Oui, bien sûr, tu peux. Bien sûr. On attend toujours un petit peu avant de les poser et tout, mais bien sûr. Pas de problème, parce que j'ai peur de les perdre. En tout cas, pour répondre rapidement. Alors, tiens, il y a Pierre qui tout à fait. Alors, enchanté Pierre, pour le coup, bon, ça sera langue des signes et pas langage des signes, mais j'estime qu'au contraire, ça ne doit surtout pas être imposé. Aujourd'hui, on pourra en revenir là-dessus, parce que ça peut être long, mais à faire attention, on met les sourds dans la catégorie handicap. Sachez que les profils de sourds sont multiples. La langue des signes n'est utilisée que par un très petit pourcentage de personnes sourdes en soi. On considère qu'il y a plus de 6 millions de personnes sourdes en France, et ça comprend les personnes nées sourdes, les personnes devenues sourdes avec la vieillesse, les gens qui deviennent sourds par dégénérescence ou des maladies ou des choses, peu importe. Et à la fin, des sourds signants, on considère qu'il y en a peut-être 200 000, 300 000, et encore les chiffres ne sont pas bons. Donc, si vous faites le ratio, vous voyez bien que c'est très peu, 200 000, 300 000 sur 6 millions de personnes considérées sourdes. Bon, voilà. Mais maintenant que ça s'est posé, sachez que la communauté sourde signante revendique une identité culturelle. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples, vous allez vite comprendre. Moi, j'estime faire partie d'une minorité dans la minorité. Donc, les sourds sont une minorité. Les sourds signants sont une minorité dans la minorité. Et nous, on a une langue, des codes et des façons d'agir qui, au fond, nous rapprochent beaucoup plus de personnes en France qui ne parleraient pas français plutôt que de personnes à mobilité réduite ou de personnes aveugles. Pour ça, je vais vous donner quelques exemples rapides, vous allez comprendre. Par exemple, nous, il n'y a rien qui nous empêche de nous déplacer. L'accessibilité chez nous ne relève pas d'une rampe qu'on mettrait à l'entrée d'un théâtre pour qu'on rentre. Tout ce qui fait défaut chez nous relève de la communication. Sauf que la communication, quand vous rencontrez une personne sourde, eh ben, en fait, vous êtes deux à être bloqués. Tout comme quand vous rencontrez une personne étrangère. Voilà, maintenant que ça s'est mis sur la table, vous avez le contexte. Nous, on revendique une identité culturelle, clairement. Moi, quand j'étais gamin, j'allais aux réunions parents-prof, entre guillemets, pour interpréter. Et je me retrouvais à côté de mon voisin vietnamien qui avait ses parents qui ne parlaient pas bien français. Et on se retrouvait là. Parce que l'école n'avait pas les outils pour rendre accessibles ces choses. Voilà, moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, j'ai passé des moments avec des personnes à mobilité réduite ou des aveugles dans mon quotidien. Ce n'est pas vrai. J'étais vraiment très proche des personnes issues de l'immigration fraîche, donc avec des parents qui ne parlent pas très bien français. Voilà où on se situe plus. Donc, on est plus dans l'identité culturelle. Maintenant, les sourds vivent des situations handicapantes. J'essaye, moi, de ne pas utiliser le mot handicapé pour tout le monde, parce que dire handicapé, c'est-à-dire que tout est à la charge de cette personne-là. Je préfère parler de situation handicapante, parce que globalement, il y a des solutions à tout. Donc, tant qu'il y a des solutions, c'est que c'est une situation qui peut se débloquer. Maintenant, si effectivement, il y a des personnes qui ont des... Alors, je ne vais pas revenir sur les 10, etc., mais en tout cas, quand on taxe les gens de quelque chose, j'estime qu'on doit les taxer qu'à partir du moment où c'est incurable, où c'est ingérable. Sans ça, parlons des situations. S'il y a des solutions, inutile d'aller taxer les gens de quoi que ce soit. Tout en n'invisibilisant personne. Moi, je suis un anti-color blindness. Je suis un anti... moi, l'inclusion, c'est un théorème que j'ai du mal à accepter parce qu'en soi, il n'existe pas. Moi, je veux qu'on reconnaisse les pluralités, les spécificités. Je veux qu'on accepte aussi dans ce pays les rassemblements en non-mixité. C'est indispensable. À un moment donné, qu'on laisse les gens... Un rassemblement en non-mixité. Par exemple, un rassemblement en non-mixité, c'est qu'à un moment donné, par exemple, dans les luttes féministes,
qu'à un moment donné, les femmes sont obligées de se rassembler entre elles pour retrouver des espaces safe, des espaces de dépôt et des espaces d'échange qui relèvent d'un trait commun qui est se sentir femme. Alors, je dis bien se sentir femme, hein, je suis sur le genre et pas le sexe. Alors là, on va faire attention aux mots. Donc, le genre, c'est bien le fait d'être cis ou pas, c'est le fait de se sentir femme ou pas. On est bien d'accord, hein. C'est pas le fait d'avoir un vagin. Et ces espaces de non-mixité sont indispensables. Mais en fait, ils sont indispensables dans tout. Dans la musique, à un moment donné, s'il y a des questions sur le rap, oui, il va falloir que les rappeurs tout court se retrouvent et qu'à la fin, on converge. Et quand on converge, eh ben, on dépose nos conclusions respectives. Et là, c'est cool. Ça, en tout cas, c'est des choses qu'aujourd'hui, j'essaie de militer pour ça. En France, la non-mixité est tout de suite taxée de racisme ou entre guillemets, de rejet de l'autre. Alors, c'est là où c'est étrange, c'est que quand il y a une liste de médecins qui dit que faire une liste de médecins plutôt basanés, ça serait un peu raciste, mais les mêmes qui décident ça sont tous blancs, bon, voilà. Nous, on vit la même chose. C'est-à-dire que dans la mixité, la non-mixité, beaucoup de décisions dans la vie des sourds ont été prises par des entendants, entre eux. Et ça aussi, il faut qu'on arrête. Mais c'est toujours le même problème, c'est le problème de toutes les minorités. C'est-à-dire que la majorité ou les dominants, et je veux bien utiliser ce mot de dominant parce que parfois, ce n'est pas le nombre. La majorité relève du nombre, c'est vraiment une question de rapport de force. Aujourd'hui, les dominants sont très peu en France. Les politiciens sont très peu, mais leur impact sur nous est monstrueux. Donc, j'utilise plus le mot majorité, je vais utiliser le mot dominant dans ce cadre-là. Pour nous, par contre, je peux parler de majorité quand je parle d'entendant. Oui, non, mais je peux parler de majorité quand je parle d'entendant, parce que là, c'est une question de nombre. Mais voilà, c'est comme dans la musique, on peut parler de dominant. Si on va parler de label, bon, ils représentent pas tous les pratiquants de cet art. Mais ce sont les dominants, ça n'est pas la majorité. Voilà, toutes ces choses-là aujourd'hui, moi maintenant, ça coule de sens. J'ai travaillé là-dessus, je suis bien content. Et en manifestation, je suis aussi content parce que les gens ont déconstruit ça. Moi, j'ai fait pas mal de manifestations dernièrement. Les profils changent quasiment à chaque fois. Et ça y est, les gens ont compris cette convergence. C'est-à-dire que les discussions qu'on a, les regards qu'on a les uns pour les autres ont changé. Très jeune, quand je faisais des manifestations où il y avait une convergence des luttes, dans les cortèges, c'était splitté. C'est-à-dire que tu avais les punks un peu de leur côté, tu avais les gars un peu de banlieue de leur côté, et on se regardait avec cette sensation de « bon, on le fait parce qu'on est obligé ». Alors que là, en tout cas, pas à chaque fois, mais là, ouais, il y a un truc qui a changé. On sait qu'on est tous liés. On est indispensables les uns pour les autres. Et je vais revenir à de la spiritualité, mais je ne sais pas pour vous, si vous voyez ce que c'est qu'un Enso, là, ou la vacuité, en gros, ce qui est dedans, ce qui est dedans, ce qui est dehors, est tout aussi important. Donc, ce qu'on vit entre nous est important, ce qui se passe à l'extérieur de nous est tout aussi important. Et il faut tenir compte de tout et de tout le monde avec leur spécificité. Et là, peut-être qu'on pourra avancer. Bah, bravo, parce que c'est. J'ai envie d'appeler Claudie et de dire hey, Claudie, s'il te plaît, ça parle tellement bien ici, là. À nous dans cette discussion d'enchambé, mec. Franchement. Mais voilà. C'est totalement ce qu'on parle. Et la convergence des luttes, depuis le début, justement, c'est pour nous, enfin pour moi en tout cas, je ne peux pas dire pour nous parce que je ne parle pas pour les autres, mais depuis le début, on parle de la convergence des luttes comme pour moi, la solution une des solutions, parce que se battre contre les brutalités policières ou pour avoir un meilleur système de santé ou pour la pédophilie ou les pédophiles, les réseaux pédophiles, ou tout ça, tous les problèmes, tous les maux justement de la France, tout à fait, c'est le système qui ne va pas. Et les gens qui nous dirigent dirigent le pays comme ils dirigent un troupeau de moutons. On a eu l'exemple d'un berger qui nous parle et qui nous dit surtout qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui viennent pour lui demander d'être coaché comment il gère ses moutons et comment il… Sans blague. Il y a toute la convergence des luttes, pour moi, c'est ce qui est… ouais. Et aujourd'hui, comme tout ce que tu dis, je le ressens. Je vois beaucoup, je vois les infos. Comme au début, je voyais les infos, mais je voyais aussi que les gens n'étaient pas… étaient encore, tu vois, un peu endoctrinés, on va dire, endormis, un peu, tu vois, sous calmant. Et on y est là, aujourd'hui, on peut voir, et ça s'est fait, et avec, même s'il n'y a pas beaucoup sur les réseaux, on ne le voit pas beaucoup,
c'est surtout quand on va voir les Gilets jaunes ou d'autres organisations qu'on voit que ça bouge beaucoup. Mais on se rend compte que ça bouge beaucoup et la convergence des luttes est en train de se passer. Il y a un CNT qui est en train aussi de se faire. Aujourd'hui, apparemment, il devait y avoir un rassemblement. Le CNT, justement, c'est un comité de transition. Et en fait, il y a un mec qui donc s'est mis président de la France Libre et qui a fait légalement ce CNT. Apparemment, avant-hier, parce qu'il n'était pas en France, il a essayé une première fois en 2014 ou 2015, je crois, de s'attaquer au système, justement, il n'a pas réussi. Et là, donc, il a monté le comité et tout ce qui va avec. Il était apparemment en dehors de la France, en Espagne. Il est arrivé il y a 2 ou 3 jours, pour le rendez-vous d'aujourd'hui sur Paris, justement. Et apparemment, il se serait fait serrer. C'est sorti dans François. Ah bah ça m'étonne pas. On n'en entend pas du tout parler ailleurs, mais François ont mis un article. J'ai lu l'article. Et ils disent qu'ils l'ont serré dans un appartement à Noisy-le-Grand. Truc de ouf. Il faut aller le chercher. Hein. Et apparemment, donc voilà, on sait pas. Il y a quelqu'un qui prend la relève. Le mec qui prend la relève derrière lui, apparemment, c'est un ancien général des forces armées. Donc, il faut savoir que ce CNT, il est très organisé, qu'il y a eu déjà 2 phases de fête. Donc une première phase, je vous dis, moi, c'est tout ce que j'ai vu, les infos aussi qu'on me donne à droite, à gauche. Je donne les infos. Après, à chacun de faire ses recherches, évidemment. Mais en gros, il y a eu 2 phases qui ont été faites. Il y a la phase 1, ça a été un envoi de lettres recommandées à tous les commissariats, les hôpitaux et les casernes, donc les militaires, les pompiers, gendarmes et tout ça. Il y a un recommandé qui a été envoyé en disant que apparemment, c'était un devoir de désobéir au gouvernement et d'être là pour le peuple. Et la deuxième phase, ça a été donc des gens, parce qu'il y a en 2014-2015, ils étaient 300 à peu près à se rebeller. Là, ils sont beaucoup plus. Et donc, ils ont été aussi faire un tour dans chaque caserne, chaque commissariat, aller au-devant des gens et demander s'ils avaient entendu parler, parce que les recommandés ont été envoyés à la hiérarchie. À la hiérarchie. Je ne l'ai jamais passé. Donc, il y a des endroits où ils en ont entendu parler, il y a des endroits où ils n'ont pas entendu parler. Donc, ils sont passés ils sont passés partout pour prévenir ceux justement qui n'avaient pas été, qui sont pas au courant et qui demandent évidemment. Et le but, c'est que la phase 3 après, ce serait que il devait y avoir ce fameux rendez-vous aujourd'hui. Alors, je connais pas exactement c'est quoi, comment ils vont faire les choses et tout ça, mais en tout cas, c'est en ce moment, regardez, le président de la France Libre, ce qu'ils veulent pour leur goal, en fait, en faisant ça, c'est d'avoir un gouvernement de transition et d'avoir pendant 2 ans, au minimum, en tout cas, au maximum, mais en tout cas, pour avoir une liberté de 2 ans pour remettre un gouvernement et reprendre les rênes de la France, savoir où est-ce qu'on va, sortir de l'Europe et compagnie, tout ça. Mais tout ça pacifiquement. C'est leur première des trucs. C'est pour ça qu'ils l'ont fait légal. Il y a pas besoin de prendre les armes. Ils le disent. Il y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de prendre les armes. Sauf évidemment si demain ça part en couille et que. Oui, c'est un autre débat. Ouais, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Mais lui, dans leur manière de faire, c'est légal. Et donc, c'est reconnu par la communauté internationale aussi, parce que c'est ce qui a été fait en Libye, c'est ce qui a été fait la France l'a utilisé, le CNT, au Mali en ce moment. Au Mali, c'est un CNT qui est en place. Donc, il faut savoir que pour la France, c'est valable aussi. Donc, si on se réunit tous, et si demain, il y a des choses qui changent grâce à ce CNT-là, on pourra se dire peut-être que on pourra reprendre un peu les rênes de nos vies, de notre pays. Même moi, étant à l'étranger, je suis français, je reste concerné par ce qui se passe dans mon pays. Il y a toute ma famille, j'ai mes enfants aussi là-bas. Donc, c'est pour ça aussi, je pourrais très bien
faire ma life, rester, dire salut, ciao, démerdez-vous tous. Mais le fait d'avoir cette vue un peu en retrait, je pense qu'il y a aussi, j'ai une objectivité qui est complètement différente de celle que vous pouvez avoir sur place. Bah après, le sur place aujourd'hui, je sais pas ce qu'il vaut non plus, parce que j'ai l'impression quand même qu'on est dans une guerre qui est virtuelle et physique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le militantisme, c'était un peu comme la musique. Tu avais beau faire de la musique en studio, les gens disaient ah, la musique c'est sur scène. Et là, en fait, on est exactement dans la même chose dans le militantisme. En fait, ça n'est plus que dans la vraie vie. Vraiment, c'est quelque chose à changer à ce niveau-là, parce que on voit bien aussi comment un terrain réseaux sociaux virtuels impacte le conscient des gens avec, et c'est là où c'est très important, avec des moyens et des coûts très petits, on peut atteindre beaucoup de gens. Et pendant longtemps, comme dans la musique, l'aspect financier était la raison pour laquelle des messages ne se propageaient pas ou des musiques ne se propageaient pas. Pour moi, le militantisme, c'est pareil. Et comme dans la musique aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir 15 000 euros pour aller pondre de la musique et de te faire entendre. Militantisme, c'est pareil. Donc, en fait, il ne faut pas non plus laisser ça aux autres. C'est là où j'estime qu'à nous de prendre tous les outils. Moi, l'un ne vaut pas plus que l'autre. Et puis surtout, c'est qui est capable de fournir quoi. Moi, aujourd'hui, un très bon militant sur les réseaux sociaux n'est pas forcément un bon militant sur le terrain, vice-versa. Sur le terrain, en cas de manifestation, il y a des profils de militants qui sont indispensables, sans citer d'exemple, mais alors, je ne suis pas du tout sur les black blocs ou des choses comme ça, hein, c'est pas de ça dont je parle. Ouais. Je parle juste de gens capables de scander quelque chose pendant 8 heures. C'est pas donné à tout le monde. Avoir la voix qui porte, aller porter un slogan, aller sur un débat d'opinion, mais porter une voix pendant 8 heures sous la pluie, dans le froid, ça relève d'une endurance qui n'est pas donnée à tout le monde. Maintenant, aller sur les réseaux sociaux et pouvoir traiter de sujets extrêmement délicats avec finesse, avec diction, avec bienveillance, etc., sans cette colère particulière, ou une colère en tout cas transformée, ça non plus, c'est pas donné à tout le monde. Moi, en tout cas, je suis personne pour aller dire à quelqu'un sur les réseaux « Ah, ça se passe que sur le terrain » ou « Ah, ça se passe que sur les réseaux ». Les deux se prennent, faut tout prendre. De toute façon, ça va super vite. Moi, j'estime que la période Covid, c'est un accélérateur de situation sociale. C'est-à-dire que ça a accéléré tous ces process pour tout le monde. Ça a accéléré les risques, les peines, les souffrances, la proximité, l'angoisse, l'anxiété. Tout a été accéléré. Donc là, il faut tout prendre. C'est urgent. Pour moi, on est dans une situation urgente. Je ferai la mort à la personne, que chacun expose ses points de vue. À la fin, comme dans la musique, c'est les gens qui décident aux gens de prendre ou de ne pas prendre. Et puis, tant pis. Je crains malheureusement qu'on n'est plus dans une ère où il faut avoir raison. Je crois qu'on est dans une ère où il faut planter des arbres vite, il faut laisser des graines et voir. Et puis tant pis, ça pousse. Tant pis, ça pousse. Faut accélérer. Faut accélérer là. Faut pas s'accrocher aux vues. Faut pas s'accrocher aux likes. Faut quitter en fait, ce propre business. On n'est pas des community managers de nos propres vies. Il faut pas que ça devienne ça. On s'en fout. Laisser des graines parce que, et là je vais très loin, dans 20, 30 ans, 40 ans, ça vaudra peut-être de l'or. Et le peut-être est important. Ouais. Mais c'est un peut-être que je prends. Voilà. En tout cas, moi, pour ma commu, pour ma lutte, pour la langue des signes, pour les sourds, pour les enfants ou les semblables de sourds, de sourds signants, non signants, peu importe, tout ce qu'on laisse, c'est des graines, je continuerai. Attends, je veux juste rebondir quand même, parce que je vois des trucs sur le côté. Yes. Ouais. Angela, salut Angela. Angela qui est... Alors, ouais. Alors, salut Angela, je voulais juste rebondir sur un truc, parce que j'ai vu une réponse un peu sèche. Je suis pas sûr qu'il y ait une histoire de leçon dans le commentaire d'Elodia. Je pense que c'était vraiment pour contextualiser. La langue des signes est une langue qu'on appelle visio-gestuelle. Et c'est important dans le sens où c'est l'une des seules langues qui passe par un canal qui est différent de toutes les langues vocales. Et en fait, c'est super important. Comme tu peux l'afficher là. Effectivement, on parle de vraies langues complexes, comme elle le dit, avec des paramètres rigoureux qui s'apprennent en centre de formation, etc. Maintenant, sans vouloir manquer de respect à qui que ce soit, hein, avoir une tante malentendante ou militante, etc., c'est cool. Mais l'expérience qu'on vit avec une seule personne sourde ne peut pas du tout être prise pour un acquis de conscience de la communauté sourde au sens large. Et je dis ça dans le sens où moi-même, étant jeune, j'ai fréquenté mes parents, évidemment, et je pensais savoir beaucoup de choses. Aujourd'hui, je travaille dans la communauté. C'est pas pareil.
Mes parents ne représentent pas tous les sourds. Et donc, malheureusement, ta tante ne représentera pas tous les sourds. Donc, maintenant, on a chacun nos expériences, on en tire ce qu'on en a, hein, et il n'y a vraiment aucun souci. Non, ce qu'elle disait surtout, c'est que si ces enfants, des bébés, dès 8-9 mois, ils communiquent avec elle, avec sa tante. Et surtout, elle disait que c'était de plus en plus utilisé en crèche aussi. Oui, oui. Après, c'est parce qu'il y a eu. Alors, je vais venir sur le côté crèche parce que là, ça, c'est super important pour nous. C'est un de nos fléaux. Alors, mais maintenant, je comprends mieux. C'est parce que dans le premier message d'Angela, il y avait écrit langage. Après, elle a mis pardon, écriture auto. Donc, voilà, au moins, le langue des signes est revenu. Par contre, pour nous, sachez que ce qui se pratique avec les enfants en crèche actuellement, ça n'est pas de la langue des signes. Énormément de gens et d'entendants se sont servis de la langue des signes comme un produit commercial qui permet de récolter de l'argent. Il y a de l'argent à faire avec de la langue des signes et certains l'ont bien vu, et surtout dans les crèches. Donc, je vais vous expliquer ça et vous allez voir. Actuellement, dire que ce qui se pratique en crèche est de la langue des signes, c'est de la réappropriation culturelle et c'est une publicité mensongère. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui se passe actuellement dans les crèches, c'est une pratique d'entendants entre entendants pour la majorité, donc des professionnels de la petite enfance avec des enfants qui vont parler et appuyer une phrase avec un seul signe symbolique. Donc ça pourrait être « je vais te changer la couche » et tu fais une fois le signe « changer ». Ce qui fait que l'enfant pourra peut-être assimiler ça à une action par répétition et comprendre que ce signe-là, ça veut dire changer la couche. D'accord. Mais ça pourrait être ce signe ou n'importe lequel. Si tu l'associes à une action, l'enfant assimilera le signe. C'est-à-dire que ça, en soi, ça s'appelle des signes associés à la parole. Ça ne prépare pas l'enfant à rencontrer des personnes sourdes, ça ne sensibilise pas à l'handicap, et ça n'est pas de la langue des signes parce que c'est des signes empruntés. Et ça, c'est super important parce que il y a des professionnels de la petite enfance qui utilisent le terme que je viens d'employer pour bien dire attention, ce n'est pas de la langue des signes. La langue des signes, c'est une langue, c'est une histoire, c'est une culture. C'est une langue qui a été interdite de 1880 à 1990 en France et dans plusieurs pays d'Europe. Quand je vous dis interdite, c'était interdite. Alors, c'est pas écrit, mais c'est tout comme. Donc, c'est revenu récemment. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui se pratique en crèche n'est pas de la langue des signes, mais c'est vendu tel quel. Et je vais vous dire pourquoi. Ça va loin. France Télévisions peut faire des reportages où ils expliquent que utiliser des signes avec votre bébé peut augmenter son QI. Ah ouais, carrément. Donc, si on part de ce principe... Vas-y, c'est pour après. Lis pas tout de suite. J'arrive, Pierre. Oulala, j'arrive. Si la langue des signes augmentait le QI, mais je ne serais même pas avec vous. Mais je serais parti. Mais j'aurais 2 Einstein à la maison. Mais on serait extraordinaire. Non, honnêtement, ça relève de la foutaise. C'est-à-dire que ça fait culpabiliser les parents, d'abord, parce qu'en fait, les gens se disent je vais peut-être passer à côté de quelque chose de bon pour mon enfant. Donc, les gens s'embourbent là-dedans comme un médicament qui pourrait rendre la vie meilleure à leurs enfants, alors que ça n'est pas vrai. Il n'y a rien n'est prouvé. Il n'y a aucune chose qui prouve ça. Tu as des études qui disent que ça retarde le langage, tu as des études qui disent que ça l'accélère, tu as des études qui disent que ça marche pas. Bref, c'est de la poudre pour amasser de la thune. Ça fait des ateliers en ligne, des discussions en ligne, des trucs avec énormément d'argent derrière. Donc bref, pour nous, ça ne fait pas partie de notre monde. Moi, quand je croise quelqu'un qui me dit je fais des signes avec mon enfant qui a 9 mois, je lui apprends papa gâteau girafe, et qui a la sensation qu'on vit la même chose, alors je vais t'écouter parce que je suis bien éduqué. Mais en fait, non. C'est comme si, toi, Popos, tu parles bien anglais. Et encore, ben non, mais toi, tu parles trop bien anglais, donc ça ne correspond pas. Mais c'est comme si quelqu'un qui disait juste week-end, cake, ASAP, tu vois, et qui disait, j'utilise ces mots-là avec mon enfant, donc je parle anglais avec lui. Non, en fait, pour parler la langue des signes avec ton enfant, tu dois être locuteur de la langue des signes au départ. Sinon, tu n'es pas en mesure de lui transmettre quoi que ce soit. Donc, arrêtons la tchatch. Et donc, je vais rebondir quand même sur le Pierre. Si la langue des signes serait apprise en école maternelle, les enfants victimes de viol à leur âge, ils pourraient plus. Je suis désolé, je ne crois pas. Parce que il n'y a rien qui prouve qu'en langue des signes, on a tendance à plus se confesser qu'autre chose. Alors, par contre, si on doit parler de pourquoi des enfants qui pourraient être sourds seraient plus susceptibles d'être victimes de viol, ça, c'est un autre débat. Ça existe. Voilà. Maintenant, aller apprendre la langue des signes, peut-être à des enfants en école, en
peut-être en transmettant l'idée que s'ils apprenaient la langue des signes, ils pourraient parler plus vite d'une situation de viol qu'ils auraient vécue, c'est dangereux. Moi, je suis désolé, c'est dangereux. Les gens, en fait, considèrent pas la langue des signes comme une langue. Non, et pourtant, c'en est une. C'est là où c'est plus ça. Ils ne se disent pas que si l'enfant ne le dit pas en français, il ne va pas le dire en langage des signes, il ne va pas le dire en espagnol, il va le dire en anglais, il ne va pas le dire tout court. En langue des signes. Exactement. Comme si on disait, ben tiens, je vais lui apprendre le chinois, comme ça, au cas où, ben il pourra le dire en chinois, ce sera peut-être plus facile qu'en français pour lui, parce que les autres ils comprendront pas. Je comprends ce qu'il veut dire Pierre, c'est le fait que si l'agresseur ne sait pas ce que l'enfant est en train de dire avec ses mains ou en train de faire, oui, mais s'il est avec l'agresseur. Oui, en fait, je suis désolé, ça change rien. Et puis à la fin, admettons, regardez, parce que admettons, on apprend, et vraiment, c'est pas une attaque, Pierre, hein, c'est le cas que j'analyse. Admettons, on donnait, et admettons que les enfants maîtrisaient la langue des signes. De toute façon, vers qui ils se tourneraient en langue des signes qui pourrait comprendre le message? Ouais. Voilà. Maintenant, il arrive au commissariat et voilà. Il est l'agresseur il vient pour autre chose, le petit il est au commissariat et il fait deux, et le keuf il est en face et quoi, tu veux une sucette? Tu veux un bonbon? Ouais, en fait, voilà, moi je suis désolé, ça relève. Alors, ça serait cool, ça serait cool, mais ça relève malheureusement ça ne tient pas. Non, là pour le coup, c'est impossible. Et à partir du moment où on voit ça comme une langue, il n'y a pas une langue où on se confesse plus qu'une autre. Hein. Ouais, mais c'est voilà. Comme si c'était voilà, de l'araméen, de l'hébreu, du hiéroglyphe. Ouais, vraiment. Alors maintenant, par contre, là où on peut arriver sur autre chose, c'est que la communication gestuelle ou corporelle, qui ne relève pas de la langue des signes, hein, je parle des expressions du corps qui pourraient traduire des choses, ça, c'est des choses qui s'analysent très bien. Les pédopsies peuvent recevoir des enfants et détecter ces choses-là aussi, parfois. Par le dessin. Par plein de choses. Parce qu'après, en même temps, c'est un métier, hein, donc c'est pas rien. Mais par plein de choses. Et effectivement, il arrive que des pédopsies reçoivent des enfants pour des raisons au départ où les parents disent, je sais pas, il dort pas bien en ce moment. Ouais. Et puis, tu finis par découvrir à travers un dessin ou une position du corps particulière que, oula, il s'est passé autre chose, peut-être pas chez vous, et ainsi de suite. Mais ça, pour le coup, c'est un autre travail. Maintenant, je suis vraiment désolé, la langue des signes n'a pas ses vertus. Vraiment pas. On ne se dévoile pas plus. C'est un trait de caractère. Être inhibé, être désinhibé, etc. Ça ne relève que de chacun d'entre nous. Des sourds très timides ou introvertis, signants, il y en a un paquet. Voilà. Grave. Oui, mais je t'avoue que c'est vrai que c'est pas évident. Hein. C'est pas évident à pas comprendre, mais sûrement à vivre. Parce que la théorie, tu peux très bien te dire dans la théorie, voilà, il faut que je fasse attention ou quoi. Tu as des amis, un groupe d'amis malentendants et tu veux essayer justement de les comprendre. Je pense que plus que d'essayer d'aller vers eux ou au départ, je pense qu'il faut d'abord observer, bien observer et de là, après, ben, c'est beaucoup plus… Vas-y. Attends, je me permets quand même de rebondir sur la dernière intervention de Pierre. Il n'y a aucun problème hein, sur les chiffres d'abus sexuels. Hein. Et pour le coup, malheureusement, tu ne le sais peut-être pas, mais tu t'adresses effectivement à des personnes impliquées et qui militent et qui sont, entre guillemets, parfois même concernées. Donc, sans vouloir te recadrer, la langue n'a jamais été la raison pour laquelle les gens se dévoilaient ou non. C'est des affaires culturelles, c'est comment on digère ou pas le traumatisme, c'est des affaires de trauma, de vie, d'âge, de contexte, de qui reçoit la plainte. Parce que c'est ça aussi, c'est quelles sont les structures aujourd'hui qui reçoivent les plaintes et comment, sous quelle forme, quels sont les interrogatoires lorsque et là je vais parler de viol, on va parler d'enfants, mais on peut parler d'adultes, hein, hommes ou femmes d'ailleurs. C'est tout ça qui compte dans les chiffres. Et attention aux chiffres. En fait, aux chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. J'aurais très bien pu venir dans ce live et dire il y a 7 millions de sourds en France, je m'arrête là. Et vous avez l'impression que je milite pour 7 millions de personnes.
Il faut avoir aussi à un moment donné le recul pour dire non, moi je sais où je suis dans ma minorité, et les chiffres, pour le coup, c'est bien les chiffres, c'est bien pour l'INSEE, mais sur le terrain, voilà, c'est pour des luttes. Dans la marche alors qu'il y en avait plus de 100 000. Oui, voilà, après, en fait, et puis encore, les chiffres ne changent rien, parce que ce qui compte aussi, c'est les symboliques derrière les chiffres. Un cas peut changer la vie de plein de gens. Un seul. Pour ce que je viens de dire, la semaine prochaine, on a le fameux caméraman qui a pris le drone, qui a fait la manifestation et qui est passé en procès et qui subit des menaces. Mais oui. Et pourtant, la semaine prochaine, il sera avec nous pour témoigner. Eh ben bravo. Bravo, c'est bien de lui donner la parole. D'ailleurs, tu sais quoi, même pour rebondir là sur ce que je lis, malheureusement sur les maltraitances, etc., en fait, il est très important aussi de réellement relayer la parole. C'est-à-dire que voir des chiffres, voir des calculs, voir des vidéos, des images, c'est cool. Et ce que vous faites, vous, dans Tribu Libre, c'est super important. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi reconnaître ce qui nous intéresse et ce qu'on maîtrise ou pas. Et de toute façon, je pense que la meilleure chose pour bien comprendre qui subit quoi et où, c'est de donner la parole à des gens qui le vivent au quotidien. Exactement. Et là, on saura. Hein. On saura vite. En tout cas, moi, en tout cas, pour être dans ma communauté sourde et signante, malheureusement, les personnes sourdes peuvent être, en tout cas, plus susceptibles d'être victimes si le bourreau en face se dit, comme elle ne parle pas ou comme elle n'entend pas, je ne crains rien. En tout cas, historiquement, ça s'est prouvé. Ça, c'est arrivé. Ce côté, je fais ce que je veux d'un enfant qui ne peut pas l'exprimer. Mais voilà, là, aujourd'hui, c'est trop délicat, en tout cas, pour prendre des chiffres et aller faire des conclusions. Les chiffres, comme on dit, c'est pour tout. C'est pour tout. C'est quand on vous sort, il faut vérifier. On vous parle, on va parler actu, tu vois, tout ce qui est virus, test et compagnie. Les chiffres qu'on nous donne, moi, j'aimerais bien avoir, par exemple, savoir c'est quel organisme qui comptabilise chaque jour les décès du coronavirus. Et les cas, juste les cas. Et comment ils font dans toute la France pour, par jour, avoir le nombre de personnes, le nombre de cas exact, sachant que, moi je vous le dis, j'ai mon père qui est hospitalisé, il a fait un malaise, c'est pour ça que la semaine dernière, j'étais un peu aussi, voilà, c'était un peu tendu. Il a été positif dans un hôpital où il a fait un malaise. Il l'a envoyé, c'était à Bercy, il l'a envoyé à Meudon. À Meudon, ils ont dit qu'ils allaient peut-être le garder en observation et ils lui ont fait un autre test. Il a été négatif, mais pendant 24 heures, on ne savait pas et ils l'ont foutu sous oxygène et lui-même n'avait pas de symptômes, n'avait rien de spécial, mais du fait que ils lui ont dit vous êtes positif, ils ont commencé à lui administrer des choses et tout ça pour au final dire il est négatif. Donc le malaise qu'il a fait, c'est peut-être aussi un problème médicamenteux, c'est même pas par rapport à un truc. Donc, il y a pas mal de choses, les chiffres, les tests, encore une fois, il faut savoir qu'un test est approuvé quand il est fiable à 70%. Voilà, on n'y est pas. Hein. C'est pas 80, 90, 95%, c'est à 70%. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 30 où il peut y avoir une erreur. Il y a 30 personnes qui peuvent être positives mais sur une erreur ou pas. Ouais, voilà. Alors, oui. Donc, c'est ça, c'est les chiffres minimum pour être approuvé. En sachant que il y a des tests, il y avait une liste au moment où ça a été fait. Moi, j'avais fait la liste. Il y avait vingtaine de tests. Et dans ces 20 tests-là, les tests qui sont sélectionnés, ça veut dire que tu en as peut-être 2 Chinois, tu vas en avoir 2 Australiens. Je dis des conneries là, hein, 2 Australiens. 2 Français, 2 Quinri, et par exemple, je vais prendre les 2 Chinois, il y en a un qui est à 70%, un qui est à 89%, c'est celui à 70% qui va être utilisé. Pourquoi ? Est-ce que la marge d'erreur, elle est importante pour peut-être emmener les chiffres un peu plus loin ? Il y a ces chiffres-là. Maintenant, il y a les chiffres de la grippe saisonnière. À savoir que
Moi, je parle pour les États-Unis, par exemple, j'ai regardé, la grippe saisonnière, en 2017, a fait 61 000 décès. L'année d'après, il y en a eu beaucoup moins. 2017 a été dans les dernières années le rate le plus haut. Ouais. En 2020, on est au même rate que 2017, quand c'est au plus haut. Et on est exactement au même. Après, c'est les hospitalisations et tout ça qui change parce qu'on met plus de gens en hospitalisation, évidemment. Oui. Un virus. Donc, tout ça. Qu'il y ait un virus ou pas, c'est pas là la question. On sait qu'il y a quelque chose, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes respiratoires et tout ça. Mais on sait aussi aujourd'hui que la plupart des gens qui vraiment ont du mal et prennent mal ce virus-là, c'est les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires ou des problèmes cardiaques et ainsi de suite. Donc les chiffres, voilà, les statistiques, les trucs, machin, on n'a pas on n'a pas comment on s'appelle, les sources et on donne aucun nom. Quand on nous parle de les spécialistes ont dit, on nous cite personne. On doit faire confiance à la personne qui nous dit les spécialistes. Donc c'est la même chose. Tout ce qui est chiffres, tout ce qui est trucs, machin, allez chercher par vous-même. Vas-y. Vas-y. En fait, je dirais même plus, ce qui est important, en tout cas sur des choses aussi mondiales, parce que là on est dans le mondial, ce qui compte, ce n'est plus les chiffres, mais juste d'être capable d'analyser comment ce même chiffre évolue. Et c'est juste cette variation du chiffre qu'il faut être en mesure d'analyser. Et plus le chiffre, parce qu'en fait, le chiffre est biaisé à partir du moment où, comme tu le dis, le test n'est pas fiable à 100%, et qu'en même temps, parce qu'on est dans une période compliquée, il y a plus de gens qui se présentent. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de malades en fait, ou pas? En fait, c'est un peu biaisé. Par contre, effectivement, cette évolution du chiffre et comment des machines politiques peuvent utiliser cette variation de chiffres pour imposer ou retirer telle ou telle restriction, en fait, il n'y a plus que ça qui compte à la fin. C'est qu'est-ce que vous en faites de ce chiffre? Et est-ce que vous nous dites que c'est bien? Est-ce que vous nous dites que c'est mal? Est-ce qu'on se fait taper sur les doigts? Est-ce que machin? Il n'y a plus que ça qui compte, malheureusement. Les chiffres aujourd'hui sont... Et je le dis parce que je m'en rends compte, et c'est là où je reviens à cette convergence, c'est comment toutes les minorités sont victimes de ces mauvais chiffres, de ce manque de dépôt, ce manque d'analyse, ce manque d'enquête, de transparence. Et en fait, à la fin, bah, tu es obligé de te dire, ok, les chiffres, je les regarde, mais je les regarde plus pour m'en servir, je les regarde juste pour voir ce que vous en faites et en analyser le message. On en revient à comment le nombre de plaintes de femmes qui auraient pu être victimes d'eux, et quand tu fais des enquêtes sur combien de femmes estiment avoir été victimes d'eux. Et les chiffres, ils sont à des opposés, c'est complètement fou. C'est-à-dire que les réfractaires diront, ouais, mais il n'y a que tant de femmes par an qui sont victimes d'eux en se basant sur les chiffres des plaintes. Mais si tu demandes aux femmes, pas si elles ont porté plainte, c'est si elles ont été victimes d'eux. Et les chiffres sont complètement fous. Donc en fait, ce qui compte, c'est le gap entre ce que les gens en disent, les concernés, et ce que la machine médiatique nous en dit. Si ce gap-là, on n'en tient pas compte et qu'on regarde le chiffre donné, de toute façon, c'est valable pour tout le monde. Les chiffres sont foutus de base. Ils sont foutus de base. Tant qu'ils sont donnés par des grandes machines médiatiques, à un moment donné, il faut savoir le prendre et se tourner vers les concernés, aller se renseigner sur les associations, les gens qui ont pu se réunir, les gens qui font leurs enquêtes indépendantes. Et en trouver quelques-unes, faire son travail, effectivement, ça demande du temps. Tu prends tes 25 PDF, tu prends une demi-journée si le sujet t'intéresse, tu lis tout, tu fais ta conclusion. Si tu es un peu motive, tu fais un graphique. Et là, tu te dis, putain, c'est ouf, toutes les minorités vivent la même chose. Les chiffres ne correspondent pas à nos quotidiens. Donc, je ne suis plus les chiffres, malheureusement. Ou par principe, je les multiplie par 4. Voilà. Le chiffre qui est vrai, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ou 100% des... Attends, c'était quoi? 100% des contaminés ont été positifs. Bah oui. Ah putain, c'est comme si tu disais 100% des mères ont eu un enfant. Non mais, mais putain. Ah là 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 là, putain. Et ouais, mais on y est aujourd'hui à cette réflexion-là. Et je sais que sur la tribu, on est beaucoup, la plupart des gens, on est tous un peu sur le même discours. Ça se trouve aussi beaucoup, on a trouvé nos homologues canadiens
un mec qui s'appelle Daniel Pilon, qui fait aussi des lives. Je sais pas du tout ce qu'il fait dans la vraie vie d'habitude, mais je suis tombé sur. Et franchement, voilà, il y a, que ce soit en France ou dans d'autres pays, même aux États-Unis, hein, il y a beaucoup de lanceurs d'alerte. Tu as quand même Robert Kennedy Jr. Qui fait des lives sur Instagram régulièrement depuis pas beaucoup d'années maintenant. Prévient, c'est même pas il dénonce, il prévient sur l'utilisation des vaccins et tous les groupes pharmaceutiques. Donc c'est Robert Kennedy Jr. C'est le fils de JFK. C'est quelqu'un. Je veux dire, les sources qu'il a, c'est pas les mêmes que nous. Non, c'est quelqu'un. À un moment, le mec, il pourrait très bien vivre sa vie de fils de JFK et être tranquille et tout. Non, le mec est là pour montrer, pour informer les gens et dire voilà, attention, c'est ça qui se passe, c'est ça, c'est comme ça. Et voilà. Donc, il y a, je pense que les chiffres et tout ça, aujourd'hui, il y a vraiment que les gens, que les moutons qui les suivent, que ceux qui regardent les BFM TV, les TF1 et compagnie. Et quand bien même il faut le regarder, comme tu dis, c'est par pure info. Alors, je parlais pas de BFM. Hein. Ouais, non. Mais, je pense que vraiment, c'est une violence que tu t'infliges. Mais effectivement, une fois de temps en temps, il faut prendre la température. Il faut. Moi, je regarde beaucoup, de toute façon, c'est les zappings. Je vais te dire franchement, je trouve que les zappings, les mecs, ils font un super boulot parce que quand tu regardes, reprenez les zappings vous allez sur les zappings VU sur la chaîne. Vous allez depuis février, voire même janvier si vous voulez, comme ça vous voyez vraiment la transition. Janvier, les zappings, ils durent 3-4 minutes par zapping, un truc comme ça. Vous les regardez, il y a toutes les phrases et tous les moments clés du virus et de ce que les tu vois, nous ont dit, masque, pas masque, truc, machin. Nanana. Donc, j'aime bien regarder, je ne vais pas dire que c'est que ça, mais j'aime bien regarder ça. Pour moi, déjà, ça te donne un peu les points. C'est là où on en revient à qu'est-ce qu'ils ont fait des chiffres. Par exemple, le zapping te résumera ce qu'ils ont fait des chiffres. Ouais. Voilà. Et en fait, prendre cette température-là, c'est super important. Parce que tu sais que si là, on nous dit attention, peut-être que demain, il va me dire c'est cool. Et puis, ils vont me dire ah, en fait, non, c'est chaud. Ouais. Et c'est très bien. Voilà, il faut prendre la température. Franchement. Et puis surtout, pendant que quelque part, on obéit tous, sous une certaine forme, et même dans notre forme de révolte, on est encore dans une forme d'obéissance. Je dis ça au sens où on joue le jeu. Voilà, on joue le jeu, on est patient. Alors, même si on essaie de nous faire passer pour des hippies, on est quand même, à la fin, on est quand même bon élève. Si tu prends la situation française, en vrai, on est en révolte publique depuis le début des Gilets jaunes. Ça va faire plus de 2 ans que tous les samedis, en tout cas sur des grandes villes, tous les samedis, il se passe des choses. Tous les samedis, des mouvements différents. Par semaine, il y a peut-être 4 ou 5 manifestations sur des thèmes différents qui ont fini par converger en se disant bon, on en a marre, on va y aller ensemble. Mais tu mets gilets jaunes, les féminicides et tout ce qui va avec. Hein. C'est-à-dire, quand je dis tout ce qui va avec, je relis sur l'aspect public ce qui a pu se passer avec Polanski. Tout l'impact entre la machine médiatique et le citoyen lambda. Les violences policières. La question du racisme, mais d'un point de vue idéologique, les privilèges, BLM, l'Amérique latine, le président au Brésil, ainsi de suite. En fait, tu as 2 ans où Trump, bref, en gros, il y a 2 ans de réelle tension, et je trouve que quand tu fais le cumul de tout ça, ouais, on est encore des bons élèves. Ça va. Franchement, ça va. Et alors, pour relever aussi ce que tu dis, tu vois, tu parlais de Polanski. Là, sur l'affaire Epstein, à savoir, il y a l'associé Jean-Luc Brunel. Il est chez nous, lui. Jean-Luc Brunel, c'est l'ancien associé de Epstein qui a été arrêté à Paris. Ah. Donc, c'était hier, 18. Non, c'est aujourd'hui la news. Donc, c'est passé hier, ça s'est passé hier. Donc, le bras droit de Epstein
il a été arrêté, ça veut dire que là, il y a encore des choses qui vont se développer. Ça va. Moi, c'est tout ça que j'attends. Il y a Assange qui a demandé un pardon à Trump. J'espère que Trump va lui donner le pardon, parce que Assange, c'est comme Snowden, c'est des gens, on les voit. Il y a des gens, on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu parler de ça. Les mecs, tout ce qu'ils ont révélé, c'est des papiers officiels, c'est des trucs, c'est des liens qui ont fait que montrer la corruption et montrer tout ce qui se passait, les trafics d'humains et compagnie. Donc, si vraiment aussi les gens, tu vois, voulaient la vérité, voulaient un peu découvrir tout ça, ça fait longtemps, je pense Là, on va vivre 2021, une année, si tout va bien, on va enfin avoir c'est même pas voir tout ce qui s'est passé, parce que ça, je préférerais mieux même pas voir, mais enfin, on va pouvoir mettre des noms sur des personnes et peut-être enfin faire une razzia et faire un turnover de toute cette classe politique qui nous correspondent pas du tout et qui s'en battent totalement les couilles de nous, quoi. Bah, moi, clairement, je vois la période qu'on vit comme un rouage qui a atteint sa limite. Ouais. Et tu sais, c'est un peu comme quand ta voiture, tu sais que ton moteur, il est mort, mais il tient encore. Bah, là, tu sais quand même que nous, je sais pas pour toi, mais pour ma génération, notre génération nous a appelé la génération sacrifiée. Bien sûr, je sais bien. C'est devenu un classique du rap français d'ailleurs, mais c'est un autre débat. C'est que tu vois que c'est notre génération, c'est tous ceux qui ont la quarantaine, voire la cinquantaine, qui aujourd'hui, et plus, hein, il y a les plus jeunes aussi, mais nous, ce qu'on a vécu et le regard qu'on a sur tout ça, parce qu'on a grandi avec, surtout ceux qui sont dans le hip-hop ou dans les cultures un peu marginales, on a pu voir tout ce qui s'est passé. Génération sacrifiée aujourd'hui, bah ouais, c'est à nous de plus penser à nos gueules et d'ouvrir nos gueules pour dire on en a marre. Et derrière, beaucoup de jeunes, et ça me fait franchement chaud au cœur. Je vois tous les jeunes qui se bougent et qui ont justement les arguments qu'il faut pour par rapport au système, par rapport à tout ce qui se passe. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. Comment ils s'organisent, les jeunes, les étudiants et tout ça, bah, aujourd'hui, bravo. Et je pense que ça en découle aussi de toute notre génération où on ne s'est pas laissé faire. Parce que quand on connaît ce que nos parents ont vécu et les guerres d'avant, nos grands-parents avec la guerre et compagnie, je suis bien content qu'on soit beaucoup à avoir pris conscience de ça, quoi. Bah, en plus, tu relèves un point important quand tu parles des générations précédentes qui ont vécu la guerre. Il y a aussi, j'estime, en tout cas, c'est un ressenti que j'ai quand je parle avec des militants qui ont à peu près la trentaine comme moi, c'est qu'on a cette sensation que nos parents ont été des enfants de grands-parents qui ont vécu la guerre et qui, eux, ont protégé leur progéniture en espérant qu'ils ne revivent pas ce qu'ils ont vécu, ce qui fait qu'il y a une sorte de bon. Tu sais, quand on parle de génération sacrifiée, il y a aussi une génération qui, entre guillemets, a été préservée. Et par exemple, moi, quand j'étais très jeune, on m'avait interdit d'aller en manif. Mes parents me l'interdisaient. Là, les dernières manifs, surtout celle à la République du 2 juin, la tranche d'âge, j'ai pris une gifle. C'est comme si la jeunesse s'appropriait ça. Nous, on devenait militants au lycée. Quand tu avais l'impression qu'à tes 18 ans, il fallait faire quelque chose. Il y avait un virage. Putain, mais là, c'était des jeunes, mais d'une jeunesse, mais qui ont déjà réussi à digérer cette colère que nous, on avait encore à 20 ans. Ils en ont 15, 16, et ils ont déjà compris que leur colère est indispensable, mais qu'elle ne peut pas s'exprimer juste en jetant quelque chose. Et ils étaient déjà super disciplinés. S'il fallait mettre le genou à terre, c'est genou à terre. S'il faut se réunir, c'est se réunir. Quand la gazeuse, elle tombe, tout le monde se retourne. Tout le monde avait ses petites gouttes pour les yeux, machin. Et en fait, tout ce protocole, à 15-16 ans, je disais, ah ouais, vous allez changer la donne, vous, c'est sûr. Alors, enfin, quand je dis vous allez changer la donne, en tout cas, vous me faites chaud au cœur, ça, c'est sûr. Changer la donne, on verra bien. Mais par contre, cette jeunesse-là, moi, elle me fait du bien. Et en plus, cette jeunesse-là qui n'est pas dans le rejet de ses aînés.
aussi. Parce que dans les mouvements militants, il y a souvent eu ça, c'est-à-dire des gens qui en avaient marre de ceux qui militaient en place, qui les poussent, et ainsi de suite. Et alors que là, bah, cette fameuse convergence, quand je vois les jeunes, comment ils écoutent les gens qui prennent la parole, en tout cas, pour ce qui touche aux violences policières, en tout cas, je voyais dans leurs yeux cette réelle écoute pour en tirer des outils, pour ensuite aller sur les réseaux sociaux et répondre comme il faut. Et c'est là où, par exemple, il y a des formules de phrases qui, aujourd'hui, fonctionnent dans tous les cercles militants, c'est-à-dire arrêter de remettre en question la parole de la victime. Alors, beaucoup de gens vont dire que c'est une formulation qui vient aussi des mouvements féministes, ce qui est vrai, parce que le patriarcat fait que la parole de la femme, tu mets ça de côté. Enfin, en tout cas, le patriarcat blanc, comme on le désigne souvent. Et voilà, on se comprend. En tout cas, dans les machines politiques médiatiques. Et effectivement, aujourd'hui, on a cette formule de phrase pour les violences policières. Et de façon totalement décomplexée. Maintenant, on n'est plus gêné sur ça. Avant, on n'avait pas les clés. On était juste les keufs, ils nous tabassent. On n'a pas les images, on n'a pas les trucs. Vous ne nous croyez pas. Et puis, on est coincé. Ouais. Et là, bah, alors, tristement, on a eu, je reviens à ce rouage, ce moteur qui bloquait. On a eu ces petites choses qui ont changé la donne. Alors, parfois, c'était pas en France, parfois, c'était en France. Mais il y a ces vidéos qui changent tout et qui, d'un coup, viennent donner raison à des gens qui militent depuis 20 ou 30 ans à essayer d'expliquer que juste, ça existe. Et là, déjà, on est dans le « c'est bon, ça existe ». Ah, c'est beaucoup. Alors, on verra ce qu'on en fait. Mais je n'ai chaud au cœur quand je vais en manif quand même de voir des gens de tous les horizons, en tout cas à Paris, grande ville, certes. Mais ça fait plaisir. Et je vois des manifs dans d'autres villes. J'ai vu Rennes, j'ai vu Nantes. Enfin, vraiment, avec cette convergence des luttes dans toutes les villes, c'est cool. En même temps, je vais être honnête aussi, je dois tirer un chapeau aux interprètes en langue des signes un peu partout que je vois, qui avant n'existaient pas, ne le faisaient pas, et qui là vont bénévolement aller militer, bah, comme les filles l'ont fait avec nous à Paris, mais je l'ai vu dans d'autres villes, donc je tiens à tirer leur chapeau, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait aussi qu'on est concerné par les violences policières et qu'on y va, c'est que on part du principe qu'une certaine partie de la police, c'est un métier difficile, il n'y a pas de problème, comme ça c'est dit, a du mal à communiquer avec les citoyens, et c'est ce manque de communication qui fait que les situations s'enveniment. Bah, quand il y a une personne sourde, bah, ça peut aller très vite. Et des personnes sourdes qui ne répondent pas quand un policier appelle, qui prennent des coups de matraque, qui se font charger sans entendre que le keuf va charger. Moi, mes propres parents, hein, ils se sont fait contrôler par des keufs, je disais aux keufs que mes parents étaient sourds, ils me disaient ils mentent tes parents et ils mettent une amende, ils se cassent, tu vois. Ce genre de truc, bah, heureusement mes parents ils sont gentils. Mais un sourd plus jeune, un peu plus déter, ou peut-être juste noir de peau, parce que historiquement on a vendu le noir un peu costaud comme quelqu'un qui mange des animaux et des hommes et qui est agressif. Bah lui, ça se trouve, il prend l'amende et il dit non, je ne mérite pas mon amende, mais il est sourd, il va faire des grands gestes. Je dis bien des gestes, hein. Je ne parle pas des signes, je parle de fait de s'exprimer avec de l'amplitude qui va être considérée par le flic comme un signe d'agressivité, alors que chez nous, c'est juste une forme d'expression. Bah ouais, le gars, il peut dead. Le gars, il peut dead. Et donc, pour nous, c'était important d'y aller. Pour ça, entre guillemets. Bah ouais, bah c'est normal, c'est légitime. On va prendre NK avec nous. Avec grand joie. Et si on a une petite pause musicale, si tu as un petit track à nous faire écouter, n'hésite pas aussi. Je suis coincé dans ma chambre, mais... Non, mais par contre, si tu veux, on peut. Tu m'envoies le lien. Envoie-moi un lien sur Messenger. Ah, avec plaisir. Ouais, ça sera peut-être mieux. Et comme ça, on se passe un morceau que tu veux, juste après. Avec plaisir. Je t'envoie un clip qui résumera tout ce qu'on dit là. Parfait, nickel. Voilà. Vas-y. C'est cool. On le jouera juste après NK quand ça marche. NK, cœur sur toi. Je t'entends pas encore, mais. Comment ça va, NK? Tu nous as pas fait te montrer là, NK. Ça va pas. Il y a un truc grave qui se passe. Fais pas une vague sèche, hein. Du temps des. D'habitude, il arrive toujours avec une petite zikmu et tout, et hop, il nous fait une petite entrée. Il nous a remis Sardou. Mais Sardou. Mais Michel. Michel, bon sang. Ouais, c'est Michel. Ça, il faut que tu le. On va t'envoyer le lien aussi là. Vas-y, avec plaisir. Michel Sardou, il a déconné. Hein. Putain, Michel, quoi. Michel. Merde, Michel. Putain. Ouais, bah ouais, le temps béni des colonies. Le temps béni des colonies. Ouais. Et ouais. Sacré Michel Sardou.
Alors, dis-nous tout, NK, t'as été à la manif aujourd'hui? Non, c'était Non, hier. c'était avant-hier. Ouais. Ok. C'était avant-hier. Ouais, bah en fait, c'est du Jackie et Michel à la Nouvelle-Calédonie, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Roue libre, on se lâche. Attends, j'appelle Bigit. Bigit! Ah là là, putain. Alors, Non, mais en fait, moi, j'ai vu que vous étiez en train de vous rassembler et la police est venue d'un coup. ouais, en fait, ils étaient déjà là, ils étaient en civil. Ah, ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le rassemblement, il devait se faire devant le ministère des Outre-mer. Et qu'apparemment, les premières personnes qui sont arrivées, les flics, ils leur ont dit non, non, vous faites pas ça là, vous allez sur la place à côté. Non, c'est pas ici. Vous êtes trompé Ouais. d'adresse. C'est pas là. C'est de l'autre côté la soirée. Il y avait- Et non, mais c'était marrant. C'était marrant. Et donc, du coup, on a fait ça sur une petite place. Ah, ils vous ont placé carrément, quoi. Ils ont dit non, ouais, vous mettez ont là. Là, c'est Là, bon. Là, il y a Covid. Là, il y a Covid. Mettez-vous là. Voilà. C'est Ouais, bien. ouais. Derrière un arrêt de bus, Ouais, caché derrière un discrets. parc. Soyez discrets surtout. Hein. Voilà, nous cassez pas les Voilà, couilles, faites pas en de vrai. bruit. Avec la voiture de police qui passe toutes les 30 secondes avec sa sirène. Bah, Voilà, quoi. Et il faut bien utiliser les budgets, hein, l'essence, faut que ça parte. Hein. Grave. Bon, en fait, ouais, c'est depuis le référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ça part un peu en couille là-bas. Enfin, un peu. Beaucoup même. Ah ouais? Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une grande majorité de métropolitains qui vivent là-bas et qui s'amusent à tirer à balles réelles sur les Kanaks. Ouais. Mais c'est quoi, c'est quoi leur truc? C'est quoi? Ils sont pas en sécurité? Ils ont peur? Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils veulent récupérer des terres. Il y a à boire et à manger. Hein. Il y a à boire et à manger. Là, ça fait, je crois, ça fait 3-4 jours. C'est un peu la guerre civile là-bas, quoi. Ah, j'ai même pas entendu parler de ça, tu vois. Ah ben non, ben ça, ils en parleront pas. Hein. Ils en parleront pas. Hein. Hein? Il n'y a pas Covid, on n'en parlera pas. Ouais, bah non. On préfère parler avec tout le respect que j'ai pour tout ce qui est berger, tout ce qui est au fin fond du trou de balle de la France. Je préfère passer à 13h, des petits artisans. Après, peut-être que ça a sa place, il n'y a pas de souci. Hein. Mais donnez-nous des vraies informations. Et c'est ça, et je suis désolé, je fais une petite parenthèse. C'est ça que mon père a toujours reproché à la France et a toujours reproché aux Antilles. C'est que quand tu vas aux Antilles, on te donne toutes les informations qu'il y a en France. Mais tout le monde sait les choses. Mais par contre, quand tu es en France et que tu veux savoir des choses aux Antilles, il n'y a rien. Si tu n'as pas... c'était quoi encore France O qui a dit... si tu n'as pas les chaînes comme ça, France O... c'est si tu n'as pas quelqu'un aux Antilles qui est là-bas, tu n'as rien, tu ne sais rien de ce qui se passe aux Antilles. Et je vais faire la parenthèse. Je suis pas trop d'accord en fait. Je suis pas trop d'accord parce que France O, c'est quand même, ça restait quand même France Télévisions. Ouais, justement. C'était un à part France Au revoir là, qui donnait la moitié des informations. Et encore, c'était même pas des informations. C'était histoire de, je vous donne, vous avez faim, je vous donne de l'eau. Ouais, c'est après, moi je sais pas, à chaque fois que je tombais sur France O, c'était les séries brésiliennes. Telenovelas, ouais. Non, mais... c'est ça, vous avez faim, je vous donne de l'eau. Non, mais vraiment, ils ont dit on va vous donner des Antilles, mais au Brésil. Voilà. Ouais, voilà. Tu vois, c'est comme maintenant, là, ils disent faut pas aller au ski, mais tu peux aller aux Antilles. Ah, ils font des. Ça, c'est fort, ça. Ah, il faut des blagues, hein. Il faut des blagounettes. Hein. 300 € aller-retour pour aller aux Antilles. Hein. Période décembre. Décembre. Les gars,
billet, il est à 700 €, 800. Le Covid, il aime pas la chaleur, les gars. Covid, il est pour le froid. Le Covid, il va à la montagne. Et il aime que la plage en France parce qu'il fait froid en France, c'est pour ça. Dans le sud, il est là. Mais si tu vas aux Antilles, c'est bon. Ouais, bah oui. C'est pas. C'est ce qui. En plus, il n'y a pas d'hôpital, donc ça va. Ouais, l'hôpital. Il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'hôpital. T'as des nouvelles là-bas de l'hôpital, au fait Ouais, 2024. Oh. Ok. On dirait qu'on parle des Jeux Olympiques. Tu sais, il y a des tranches de 4 ans entre chaque construction. C'est en gros, l'hôpital, il a brûlé en 2017, il sera terminé en 2024. Voilà. Bah, c'est bon. Et là, cette semaine, ils ont fermé le service cardiologie. Ah oui, carrément. Ouais. C'est le bon moment. Ouais. Ah, on est des grands sportifs, on n'a pas besoin de cardiologie là-bas. Alors, rigole pas parce que historiquement parlant, le soin aux personnes racisées ou plutôt noires de peau en général est fait différemment, ou en tout cas les douleurs et les peines que peuvent ressentir des personnes noires dans des milieux hospitaliers sont parfois moins pris en considération parce qu'on considère qu'effectivement le noir est solide. Et robuste. Ouais, c'est ça. Il est robuste. C'est ça. Bon. J'étais obligé. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Le noir est robuste. Il a mis du temps, celui-là. Ah, je suis mort. Ah, les bâtards. Oh, les bâtards. On n'a pas le droit de faire des blagues là-dessus, putain. Vous avez pas d'âme. Vous avez pas d'âme. En plus, t'as regardé les gens comme ça. Hein. Ah, le bâtard. Ah, je suis désolé. Je m'excuse. Je me désolidarise fort. Je suis pas là-dedans. C'est sa case à lui là-bas, là. Le gars avec le fond noir. Vous gérez ça avec lui. Ah là là. Non, mais Laurent, là, il a été gentil. Oh putain. Il a été gentil. On n'est pas rentré en mode on s'en bat les couilles. Oh là là. Il le préparait depuis le début du show. Je suis sûr qu'il le cherche. Il était comme ça là. Tu sais, quand tu veux pas perdre la touche, tu changes de doigt des fois. Tu vois, tu dis non, c'est pas le bon moment. Il a caressé la touche en attendant. Ah, je crois que c'est maintenant. Putain. Il est comme ça au écran. Putain, vous me fatiguez. Ça va pas. Ça va pas. La vache. Oh putain. Punaise. Oh, la vie est dure, hein. Il faut rigoler. Ouais, putain. C'est clair, c'est clair. Mais, désolé, ouais, désolé, hein, parce que il se peut que là, j'ai prévenu tout à l'heure de toute façon. J'ai dit ce soir, il va falloir. Hein. D'accord. J'en ai d'autres. On a besoin. J'ai juste envie de regarder le replay. J'ai chaud. Punaise. Putain. Ouais, donc voilou, hein. Et oh merde. Ah putain. Ah, la reprise. Ça y est, c'est mort. Ah ouais, la reprise. Bon, voilou, hein. Robuste, on a dit, robuste. Allez, putain. Ah la vache. La vache. Oh putain. Non. Voilà, ça y est. Ça y est, bon, c'est mort, c'est parti. Salut. Ah voilà, c'était tout pour moi. Hein. Ah, bon, on va s'écouter, on va faire la pause musicale, on va s'écouter RMC, on va s'écouter un titre.
On a sélectionné. Avec plaisir. Ouais, il y a Laurent, il nous a envoyé un titre. Tu as un titre, toi, en particulier, que tu voulais passer? Plan de base. Bah, c'est ça. Voilà, tu vois, NK, il a anticipé. Ça, c'est très bien. Bah, c'est ça. C'est Laurent a anticipé aussi. C'est ce qu'il m'a envoyé direct. Donc, on va se mettre plan de base direct. Et puis, on se retrouve tout de suite après, les gars. Ça marche. Hop, hop, hop. Et à de suite. Soul Children. Faut qu'on arrête ces clichés. Faut qu'on arrête ces clichés. Faut qu'on arrête ces clichés. À la base, on est différents, ouais, on est différents. Toi, t'es un conquérant, moi, je suis un fils errant. Comment veux-tu qu'on s'en sorte quand l'appétit tape du poing? Retranscription d'une conversation au bar du coin. Les noirs font des grandes familles, ouais c'est un classique. Ils ont des tranches pratiques, meurent du sida en Afrique. Grand et fort sans effort, excellent danse, rap sport. Ils n'ont même pas de passeport, ils sentent mauvais et parlent fort. Les blancs sont ceux qui ont toujours les meilleurs postes, qui respectent trop leur boss, ne tapent pas, c'est leur gosse. Ils n'ont pas de caractère, votent FN de manière sincère. Leur repas c'est cochon, camembert et petit vin dans un verre. Pour les communautaires, le métissage c'est prendre des risques. Y'en a même qui disent que c'est horrible les couples mixtes. Wesh c'est aberrant, mais c'est ce qui se dit dans tous les camps. Mais ce qui est con, c'est que dans le fond, on se ressemble tellement. Faut qu'on arrête ces clichés. On se regarde, on se toise. Pour des bêtises, on s'empoisonne. S'aimer, c'était le plan de base. Je m'en remets pas. Moi, j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue, c'est quand même dingue qu'on se juge aussi vite alors qu'on se connaît pas. On se regarde, on se toise. Pour des bêtises, on s'empoisonne. S'aimer, c'était le plan de base. Je m'en remets pas. Moi, j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue, c'est quand même dingue qu'on se juge aussi vite alors qu'on se connaît pas. J'aime pas les noirs, mais toi, ça va. Le genre de phrase que j'ai entendu beaucoup trop de fois. Heureusement que je suis pas un tendre, qu'il en faut plus pour m'atteindre. Mais dans cette course à l'exclusion, je me demande qui est le plus à plaindre. Les arabes sont sectaires et formels. Ils sont tous musulmans, seulement ne font pas l'effort d'être. Ils foutent toujours le bordel. Ils volent nos tafs, sortent le drapeau. Peu importe l'occasion, leurs mariages sont pleins de locations. Vivent les allocations. Les immigrés, ils sont tout compris. Ils viennent pour qu'on les parraine. Ils ont importé leurs conflits. Orient, Maghreb, c'est pareil. Japonais, chinois, c'est pareil. Gitan, roumain, c'est pareil. Afrique noire, anti, c'est pareil. Indien, paki, c'est pareil. Ceci n'est qu'un résumé de ce que les médisants disent. Plus facile de voir ce qui nous oppose. Le racisme est un grand vice. Tu connais ma devise, c'est qu'on est plus fort ensemble. Pourquoi relever ce qui nous divise quand on peut voir ce qui nous rassemble? Ouais, vraiment. Faut qu'on arrête ces clichés. On se regarde, on se toise. Pour des bêtises, on s'empoisonne. S'aimer, c'était le plan de base. Je m'en remets pas. Moi, j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue, c'est quand même dingue qu'on se juge aussi vite alors qu'on se connaît pas. On se regarde, on se toise. Pour des bêtises, on s'empoisonne. S'aimer, c'était le plan de base. Je m'en remets pas. Moi, j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue, c'est quand même dingue qu'on se juge aussi vite alors qu'on se connaît pas. On se regarde, on se toise. Pour des bêtises, on s'empoisonne. S'aimer, c'était le plan de base. Je m'en remets pas. Moi, j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue, c'est quand même dingue qu'on se juge aussi vite alors qu'on se connaît pas. On se regarde, on se toise. Pour des bêtises, on s'empoisonne. Mais c'était le plan de base. Moi, j'en ai marre qu'on m'épingle. Avoue, c'est quand même dingue qu'on se juge aussi vite alors que dans le fond, on se ressemble tellement. Dans le fond, on se ressemble tellement. Dans le fond, on se ressemble tellement. Ouais. Faut qu'on arrête ces clichés. Dans le fond, on se ressemble tellement. Dans le fond, on se ressemble tellement. Dans le fond, on se ressemble tellement. Je te jure, faut qu'on arrête ces clichés. Alors, on va reprendre tout le monde. Bah, comme je vous ai dit, moi en plus, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça toujours. Bravo encore un morceau, tu vois, où voilà, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Musique, texte. Bravo, monsieur, bravo. Ouais. Non, c'est magnifique. Ouais. Il y a Clyde, par exemple, en ce moment, DJ Clyde, qui communique beaucoup en ce moment sur justement la musique qui doit nous aider à passer à travers beaucoup de choses.
qui est là pour nous aider à guérir aussi certaines fois. Et ben, ta musique, pour moi, c'est ce genre de musique-là. Et je conseille à tous, faites écouter ça à vos parents, à vos enfants, à qui vous voulez, mais voilà quoi. Merci beaucoup. Je vais juste rebondir sur Mademoiselle AC, qui en fait a réussi à reconnaître mes parents, parce que juste pour l'anecdote, même si le milieu dans lequel on évolue aurait fait que j'aurais croisé Mademoiselle AC quoi qu'il arrive, j'ai joué au Francophonie en 2011, et on y était tous les deux parce qu'on avait été sélectionnés, elle dans un autre groupe et moi dans le mien, enfin avec moi-même quoi. Et on s'était rencontrés là-bas et la production avait fait venir mes parents. Donc c'est pour ça que Mademoiselle AC arrive à détecter mes parents alors qu'on ne les voit qu'à peine. Ok. Bah, vous avez le lien dans les commentaires. Je vous ai mis le lien du clip. Allez faire un tour, mettez un pouce, mettez un commentaire, même si c'est un numéro, 1, 2, 3, 4, machin, mais c'est ce que les artistes ont besoin pour l'algorithme. Donc, pouce. Et abonnez-vous à la chaîne aussi. N'oubliez pas de vous abonner à Tribu Libre et de faire tourner aussi la chaîne. Il y a les replays qui sont disponibles. Les replays, les longs lives sont déjà disponibles, mais il y a chaque partie qui sont cut, qui sont déjà en privé. J'attends juste de faire la cover pour pouvoir vous les balancer. Mais à chaque live, à chaque fois, on fait les parties des différents intervenants. Et comme ça, les gens pourront repartager leur partie et on n'est pas obligé d'écouter les 3 heures ou 4 heures de live, quoi. Voilà, NK. Ouais. Nouvelle bavure en Guadeloupe encore sur un monsieur de 70 ans. Ah ouais. Il rentrait chez lui 14h. À 14h, il est rentré chez lui. Il se fait contrôler par la gendarmerie. Alors, soi-disant, ils ont marqué qu'il a eu un malaise. Et à l'hôpital, ils ont constaté des contusions sur son visage avec 2 vertèbres cervicales fracturées. Ah. Voilà. Donc voilà. Et soit il est tombé par terre, soit il a été écrasé, quoi. Ouais. Non, mais là, c'est. Ils vont dire qu'il a glissé ou je sais pas. Et qu'il est tombé pile poil sur la nuque, à cet endroit-là précis du sol. Il était sous l'emprise de l'alcool, il a été violent. Et voilà. La glissade là-bas, c'est normal. Hein. Premier producteur de. Non, pas premier producteur de bananes. C'est normal. Ouais. Hein. Ouais. Par contre, 70 ans, je ne sais pas à quel degré de violence il était, mais. Normalement, c'est là que tu devais. Par contre, à 70 ans, alors, il y a des gens en pleine forme à 70 ans, mais à 70 ans, je veux bien savoir quel était le degré de véhémence. Je crois aussi, ouais. Donc voilà, hein, ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. C'est pas prêt de s'arrêter. Bah si, on espère. Ça serait bien. On espère. Le but, c'est que justement, ça s'arrête. Mais pour que ça touche les Antilles, très franchement, je pense que ça va déjà être la métropole. Les Antilles, là-bas, ils sont tellement reculés. Je sais pas du tout comment ça peut se passer là-bas, à part si vraiment les gens de là-bas décident qu'ils en ont marre et se rebellent aussi. Mais après, le problème aux Antilles, les gens ils veulent pas se mêler, ils sont tranquilles, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'ils sont dans leur, ils attendent que ça se passe, ils se disent que comme ça va peut-être passer et s'arranger. Mais c'est ce qu'on a fait, enfin c'est ce que nos parents ont fait, c'est ce que. Il y a des jeunes qui commencent à ouvrir leur gueule. Il y a des jeunes, mais les anciens ne bougent pas. Ils te disent ne bouge pas. Tu veux faire un truc? Moi, mes parents, je me rappelle. Hein. Ah non, mais attends, non, il faut pas que tu bouges, faut pas que tu. Non, mais dis rien. Même quand à la sucre, je faisais des lives, ma mère. Mais qu'est-ce que tu dis pendant les lives? Attention à ce que tu dis. Attends, il faut pas parler de ça. Bon, après, il faut quand même le dire, il y a quand même des mouvements de manifestation assez sérieux sur les îles. Hein. Quand tu vois ce qui se passe avec le chlordécone ou quand on peut aller shooter des têtes de statues,
Il y a des trucs. Justement, il nous en a parlé. Il y a Moon Guadeloupe qui font pas mal de trucs là-bas et tout. Mais ça reste, tu vois, un petit groupe de personnes, quoi. Pardon, non, c'est que j'ai pas réagi à toi, Posca. J'ai juste réagi à Angela. Et juste pour lui dire, oui, je la connais. Voilà. C'est. Je connais sa tante. Donc. Ah, ok. Eh ben, tu vois, c'est ouf. Petit monde. En même temps, j'ai pas menti, hein, je suis dans la communauté pour de vrai. Hein. C'est pas des blagues. Non, et puis aujourd'hui, dans la communauté, tu dois être quand même beaucoup montré en exemple et écouter, je pense aussi, enfin écouter en tout cas par rapport à la. J'ai un profil atypique. Après, de toute façon, on est tellement peu que effectivement, c'est facile de sortir du lot, mais je suis tout seul dans mon profil, quoi. On va dire ça comme ça. Ok. Pardon. Mais reprenons sur les Antilles, parce que c'est important quand même. Des séquelles d'esclavage, comme dit Cindy, ben, moi je pense que ça, oui, ça y fait. Des séquelles de l'esclavage, on en aura tous, tous descendants d'Afrique et tous descendants de familles qui ont été à cette époque-là. Voilà, bon, c'est dans les gènes, c'est génétique et c'est quelque chose que on parle pas beaucoup. Mais à un moment aussi, il va falloir parler un peu de tout ça parce que il y a des idées préconçues, il y a des choses de la manière de laquelle on va agir ou interagir à cause de tout ça. Et qu'on le veuille ou non, c'est ancré en nous. Donc, il suffit que tu aies un peu de sang black, tu auras forcément des comment ça s'appelle, des relents, on va dire, des relents génétiques. Ça ne veut pas dire, on ne parle pas de violeurs ou de machin, tout ça. Non, on ne parle pas de tout ça. On parle vraiment de le mental qui a été touché. Il a été touché pour des générations et des générations. Et on commence seulement aujourd'hui, ça fait quelques années qu'il y a des gens qui essayent de mettre ça en avant. Mais on commence seulement là à pouvoir en parler. Ouais, ça se propage depuis peu de temps. Là. Il y a une vraie volonté de propager et de mieux comprendre quelles sont les racines de nos problèmes et de ne plus regarder ce qu'on vit au présent par le présent, mais d'essayer d'aller chercher loin. Et parfois même, alors, c'est juste que c'est vrai qu'il y a très souvent eu on en est là parce qu'on a été esclave. Mais il y a l'entre-deux qui compte aussi beaucoup. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chercheurs, de livres, de podcasts, de gens qui prennent la parole et qui viennent aussi parfois donner des exemples de profils qui sont sortis, du troupeau et qui ont changé la donne. On apprend beaucoup de choses là-dessus, c'est super important parce qu'après, il y a ce qu'on appelle la mémoire du traumatisme qui, celle-là, comme tu dis, traverse les générations et elle est forte. Elle est forte. Bah ouais, et tout ça. Tout ça, c'est quand on parle de spiritualité, quand on parle justement de loi de la nature, je pense que tout ça, ça peut aider, ça peut beaucoup nous aider parce que la spiritualité à l'époque, justement, à l'époque des Égyptiens, toute cette ère-là, c'était quelque chose qui était, il y avait la religion, pour eux, c'était une religion en gros. Mais de comprendre la nature, de comprendre comment le corps humain fonctionne, ça nous permet automatiquement de redresser la barre, de redresser la balance. Donc, c'est quelque chose, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse ce retour aux sources et qu'on se penche, que les gens se penchent, même ceux qui n'y croient pas, qui se penchent sur justement ces lois de la nature. Quand on parle des lois de la nature, je parle de vibration, du mentalisme, de la cause à effet, le genre, le principe de genre. On a tous un côté féminin, un côté masculin, ce que tu disais tout à l'heure. C'est le genre que tu parles, c'était pas l'homme ou la femme. Tout à fait. Il y a donc le mentalisme, la vibration, cause à effet. Et il y en a 7 principales. Et après, il y a le rythme aussi qui fait partie des principes. Ça veut dire que un exemple, le rythme, quand vous commencez, par exemple, il y a un projet. Voilà, on a un projet à faire. Ben, le rythme de travail va être important, autant que le rythme derrière pour la release, la sortie du projet. Il y a un rythme derrière à faire. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. C'est pas évident. Il y a des gens. C'est un métier.
Ouais. Mais il y a tout ça, le rythme, ça sert à ça. Le mentalisme, c'est par exemple comprendre que nos pensées peuvent influer sur notre avenir, sur ce qu'on vit, comment on vit. Ça influe. Et ça peut se matérialiser. Bien sûr. Après, ça approfondir. La polarité, je l'ai partagée il n'y a pas longtemps. On a tous un plus et un moins. C'est dans toute chose, il y a un plus et un moins. Vraiment dans toute chose. Et dans toute situation, il y a un plus et un moins. Pour désamorcer une situation dans le plus, il faut forcément utiliser le moins et pas le plus. Donc, et ainsi de suite. Donc, quand on arrive à se servir de toutes ces lois, quand on découvre ces lois c'est les lois de l'univers, de la nature, c'est comment la Terre fonctionne et comment l'univers fonctionne. Et ben après, je pense qu'on peut être amené un peu plus déjà à faire attention aux autres, savoir qu'on est tous connectés les uns aux autres. Quand on pense très fort à quelqu'un et que comme par hasard on a un coup de fil ou on a un email ou un truc, il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de gens vont dire ouais c'est une coïncidence et tout ça. Ok, il y a des coïncidences, mais il y a aussi, si vous méditez, on appelle la méditation, si vous méditez vraiment sur rencontrer quelqu'un ou sur faire quelque chose, je peux vous assurer, mais il faut pour ça avoir les armes. Ça veut dire il y a la compassion et les émotions. Et grâce aux émotions et à la compassion, en liant les deux, on peut arriver à... Enfin bref, ça va encore beaucoup plus loin que ça, mais je trouve ça super intéressant. Et moi, ça m'a amené justement à tout ça, à faire la tribu, à essayer de chercher ce qui nous rassemble, plutôt ce qui nous divise, ce que tu dis dans le morceau. Oui. Et qui est très juste. Ouais. Il faut. Oui. Il faut. Ben, en tout cas, MC, on va pas te retenir plus longtemps. Je pense que déjà, tu as non, mais c'était un plaisir. Vraiment. Et merci beaucoup. Et de rien. Mais tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. En tout cas, sachez que vraiment, je vous envoie des très très bonnes ondes. Vous n'êtes pas tous au même endroit, mais c'est comme si on avait passé une soirée ensemble et ça fait plaisir. Grave. Merci beaucoup, mec. C'est clair. Merci pour tout en tout cas, et vraiment, je vous soutiens. Merci aux gens aussi qui regardent, hein, parce que effectivement, c'est important aussi. Yes. Et, merci pour votre écoute, merci pour votre curiosité, et vraiment, armez-vous de bonnes ondes, entourez-vous de gens bien intentionnés, prenez soin de vos âmes et rendez-vous la période qu'on vit la plus légère possible. Protégez-vous, c'est de l'endurance, c'est une course de fond. Et il faut tenir, ça va pas être simple. Merci, mec. Ciao. Les vraies choses. Big up. Big up. Et rendez-vous demain sur